Imaginons, je commence à apprendre le dessin. À quel moment est-ce que tu déciderais de montrer les choses sur Internet? Il faut être complètement conscient que quand on passe l'illustration en tant que son métier principal, ce n'est plus notre hobby. Je suis très nulle pour les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Je pense que je ferais partie clairement de tes clients, des gens qui disent moi je veux juste dessiner et je veux qu'on me laisse tranquille et j'ai pas envie de créer du contenu. Toi, c'est quelque chose que t'aimes, t'as toujours adoré ça depuis le début. Je suis illustratrice depuis 2 ans environ. Avant, j'étais plutôt graphiste. Et ma spécialité aujourd'hui, c'est de plutôt, au lieu de faire que des missions clients, j'essaye aussi d'aider les illustrateurs à développer leur activité, développer leur business. Et du coup, vraiment, mon angle d'attaque, c'est vraiment le côté entrepreneuriat, développement de business, marketing, communication, plus qu'apprendre à dessiner. Donc ça, c'est ta spécialité. Mais alors, les réseaux sociaux, c'est une façon complètement différente pour moi de m'exprimer. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et au début, bien sûr, comme tout le monde, je droppais des images sur Insta et je disais, voilà, on verra bien. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me prendre au jeu en faisant des vidéos, en faisant des petits carousels, en faisant des stories, des choses comme ça. Et à un moment, je publiais mais tous les jours, voire 2 fois par jour. J'étais à fond là-dedans et je trouvais ça trop cool. Est-ce qu'il faut absolument poster sur Instagram? Absolument tout partager? Non. Ça dépend de ton cas. Est-ce que tu commences? Est-ce que tu es déjà confirmé? Il y a des gens qui ont un talent, qui franchement dessinent, mais tellement bien, c'est incroyable. Et ces gens-là n'arrivent pas à mettre en avant leur travail. Donc moi, je leur dis tout simplement, écoute, ton entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent pour survivre et pour continuer. Donc toi, en tant que chef d'entreprise, il faut que tu prennes des décisions. Et ta décision, ça va être de t'améliorer en communication pour que les gens voient ton travail. Et ça peut être juste poster sur Instagram. Donc effectivement, je demande à personne d'être influenceur. Hein. Ça, c'est encore un autre job. Clairement, tout le monde n'est pas influenceur. Surtout à Bali, tu le vois à Bali. Surtout ici, quoi. Ouais, Bali, moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Le nombre de personnes qu'on voit dans les restos, dans les cafés, etc. Non, qui font des lives et tout. Et moi, je suis là, waouh, non, je suis pas non plus à ce point-là, quoi. Donc, c'est un Instagram de créateur, un Instagram de quelqu'un qui partage son travail de création. Donc, vraiment, son univers créatif et pas sa vie. Donc, en fait, les gens, ils associent vachement influenceur avec créateur. Alors, pour moi, c'est 2 choses différentes. Du coup, comment est-ce que tu fais la différence entre ce qui correspond un peu à ton branding, un peu ce qui te représente, les gens te connaissent pour ça, tu vois, les espèces de petits détails sur ta vie à toi qui font que tu es toi. Un influenceur, c'est quelqu'un qui partage son lifestyle, son style de vie. C'est en toi, en tant qu'audience, c'est quelqu'un avec qui tu voudrais être pote. Donc, tu as envie de savoir le maximum de sa vie. Tu as envie de savoir où il vit, ce qu'il mange, ce qu'il consomme, les produits qu'ils utilisent, le maquillage, où ils vont en vacances, tout ça. Ça, c'est un influenceur. Donc, il vit des collaborations. Il vit des marques qui lui font confiance aussi, que lui, il va pouvoir remettre en avant et dire à sa communauté, regardez, je suis allée dans cet hôtel à Bali, j'ai adoré, il faut que vous alliez là. OK. Donc, il vend des choses qui ne sont pas forcément à lui. Même s'il y en a qui font des marques, des choses à côté qui sont à eux, de base, un influenceur, ça promouvoit des produits qui ne sont pas à lui. Nous, on promouvoit nos propres produits, que ce soit nos offres de services. En illustrateur, voilà, je fais des projets d'illustration pour d'autres personnes, nos produits, donc toi et moi, nos formations, nos cours, ma boutique en ligne, n'importe, on promouvoit nos propres produits. Donc pour moi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il faut que tu communiques sur ton univers créatif, l'univers de ton entreprise. OK. Donc, à toi de définir exactement où c'est. Pour moi, si je devais te conseiller quelque chose, je dirais, écoute, ton univers, effectivement, c'est aussi d'être nomade digital. Pour nous, je trouve que c'est complètement dans le sujet de partager un peu notre vie à l'étranger, de comment on s'organise en tant que nomade. Si voilà, on va bosser dans un café, tout ça, je trouve que ça va totalement dans le branding. Après, on pourrait choisir de pas du tout le faire. Il y en a plein qui le feront pas dans les autres nomades, qui partagent pas du tout ces aspects-là. Après, quand on est juste chez nous. Bon, bref, moi je sais que quand j'étais à Paris, j'étais chez moi, je n'avais pas envie de partager non plus toute ma vie à la maison. Donc je partageais beaucoup. C'est en fait l'espace de travail, mon bureau. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet espace quand je vais m'asseoir à mon bureau le matin? Donc à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où je vais me lever de mon bureau le soir et que j'ai terminé de bosser. À partir du moment où je commence à bosser, c'est le moment où je pouvais commencer à partager. Donc, que je me fais un café, que je me fais mes mails, mon programme de la journée, les projets clients que j'ai en cours, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur ma boutique, plein de petits trucs comme ça. Donc, vraiment, le studio. Donc, je pense que
pour faciliter un peu la compréhension de ce que je suis en train d'expliquer, parce que je sais pas si c'est très Non, clair. c'est très clair. En fait, du coup, là, C'est- dans ma tête, je vois un truc un peu géographique où c'est une espèce de bulle physique autour de toi Ouais, qui c'est fait que ça. quand tu travailles, tu rentres dans cet espace et cet espace-là Exactement. est censé être, c'est censé faire une espèce de making-of de ta vie à ce moment-là. Quoi, Exactement. c'est ça. Ok. Si tu avais une boutique, si tu étais dans la rue et que tu avais une petite boutique avec des petits objets de décoration, quoi que ce soit, le moment où les gens rentrent dans ta boutique, c'est le moment où tu ouvres le matin, jusqu'au moment où tu fermes le soir. Tout ce qui est en bac, genre dans l'arrière-boutique, ou alors quand tu fais des commandes à tes fournisseurs, des trucs comme ça, tu peux le partager, mais je ne sais pas si ça va intéresser grand monde. C'est plutôt la vie de la boutique qui est intéressant. Pareil, nous, on peut se considérer comme un atelier d'artiste. J'aime bien aussi ce mot-là parce que ça fait toujours un peu rêver. Donc c'est voilà, à partir du moment où tu ouvres les portes de ton atelier le matin, que tu commences à bosser, c'est à partir de ce moment-là où tu vas prendre les gens et tu vas les emmener avec toi. C'est du storytelling. Tu vas leur raconter ton programme de la journée, si tu es heureuse, si tu es un peu triste aujourd'hui, si tu n'es pas bien, si tu as besoin de beaucoup de café, ce que tu as fait, tu vois. C'est un peu emmener les gens avec toi dans ton univers créatif jusqu'au soir. Moi, je sais que sur mon Insta pro, je ne partage jamais mes soirées, jamais ma famille, mes amis proches. Non, c'est pas du tout dans mon branding, j'ai pas envie. Comme je te dis, je suis pas influenceuse ni rien. Il y a encore, même là-dedans, je trouve que ça rentre pas forcément de présenter ses amis en tant qu'influenceuse. Ça, je le fais sur mon Insta perso, mais pas sur le pro, parce que ça rentre pas du tout dans le fait de transporter les gens avec moi dans ma journée de travail. C'est vachement intéressant de savoir, parce que moi, c'est un truc que j'ai vraiment du mal entre ce côté personnel et professionnel. Mais du coup, oui, le fait de juste développer ça juste dans ton aspect plus pro et rester dans ce truc-là, c'est intéressant. Parce que je pense que la manière dont moi je le vis est plutôt dans le sens inverse, en fait. C'est plus tout ce que je vais faire à l'extérieur de ma vie d'artiste qui va enrichir ma vie, l'intérieur de ma vie d'artiste, si tu veux. Donc, par exemple, je sais pas, la dernière fois, j'étais en Thaïlande dans un magasin, dans un supermarché en Thaïlande, quoi. Et j'ai pris en photo tous les packaging parce que je trouvais ça trop intéressant de voir des différents styles graphiques et des choses comme ça. Et ça, j'imagine que tu vois, ça va petit à petit influencer aussi ce que je peux imaginer. Un autre truc aussi, à Bali, ils ont un folklore vachement intéressant, tu vois, toutes les sculptures, je sais pas si t'as vu dans les rues, mais il y a des danses je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça les danses de dragon, tu sais, comme en Chine, quoi. Et je suis trop fan de ça et j'ai envie de creuser plus vers ça, tu vois. Donc l'endroit où je suis va peut-être influencer un petit peu mon dessin, si tu veux. Oui, et donc c'est pour ça que du coup je me retrouve parfois à prendre en photo des trucs, à essayer de le partager et à me dire est-ce qu'en fait les gens s'en foutent, quoi. Non, mais après comme je te dis, nous ça fait aussi partie de notre branding parce que en tant que nomade, ça influence sur nos illustrations, ça influence sur notre style de dessin, sur les sujets de nos dessins, donc oui, ça rentre totalement, quoi. Puis après, ça fait rêver aussi, quoi. Moi, je sais que depuis que je suis partie de Paris, que je voyage, bah déjà, il y a des chiffres, mais vues en story, elles ont fait vrutch. Et en plus, j'ai plus de personnes qui me répondent, qui me disent « Ah, c'est trop cool, est-ce que tu peux donner l'adresse? C'est quoi comme café ?» Et qui me demandent des choses en plus. Et il y en a plusieurs aussi qui m'ont envoyé des messages en me disant « C'est trop cool parce que effectivement, tes sujets d'illustration vont s'adapter au pays où tu es, à ce que tu vois sur ta vie de tous les jours. » Donc, je trouve ça complètement logique de mettre les deux ensemble, quoi. C'est plus intéressant qu'effectivement. En fait, je pense que même quand j'étais à Paris, c'était trop intéressant de mettre la vie de tous les jours. C'est juste qu'on était tellement dedans que je le voyais pas. Et je bossais à la maison, je bossais beaucoup moins dehors comme ici. Mais je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, aller mettre des choses vraiment un peu plus de ma vie de tous les jours, ou d'aller me balader dehors, d'aller dessiner dehors, de prendre un carnet, d'essayer de faire un peu de storytelling autour de l'illustratrice qui vit dans une capitale. Surtout à Paris, capitale de l'art un petit peu. Voilà. Mais il y a toujours moyen de le faire, que tu vives en pleine campagne et que du coup tu t'inspires de la nature autour de toi, la mer, que tu habites dans une grosse ville pleine de buildings. Enfin, l'inspiration, elle est partout autour de nous. Et nous, en tant que créatifs, je trouve ça complètement cool et dans le sujet de pouvoir montrer un petit peu l'univers qui est autour de nous, quoi. Sauf si tu vis dans une bulle, dans une pièce toute noire, mais je ne pense pas. J'espère pas pour les gens. C'est important de sortir, sortez un petit peu quand même de temps en temps. Ok, on est des artistes, mais c'est important que vous sortiez, je pense. Quel est le conseil qui pourrait être vraiment le plus efficace pour tu vois, le côté gain de temps, résultat? La stratégie que j'ai adoptée, c'est vraiment la stratégie carnet de bord. Donc pour moi, le truc qui prendrait le moins de temps, c'est de revenir à une stratégie un peu comme en 2015, de partager au moment même, de partager un petit peu tout ce qui t'entoure et de arrêter de se prendre la tête avec les feeds parfaits, qu'il faut que tout soit de la bonne couleur, absolument avec des jolies photos.
Oui, on fait de la com, mais c'est pas de la com d'une grosse entreprise ou d'une grosse multinationale qu'il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils fassent des briefs. Au contraire, là, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus naturel. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, si je mets une photo je suis en train de dessiner dans un café, par exemple, chose qu'on fait beaucoup ici, je prends une photo ou je prends une vidéo. Faut prendre en vidéo. Ça, là, c'est le format qui fonctionne. Je prends juste 2-3 plans vidéo, je les mets ensemble, j'écris 2-3 trucs dessus, reel, parti. 5 minutes, c'est fait. J'aimerais trop savoir faire ça. Mais pour moi, je pense que je cérébralise trop. J'essaye de me dire, ok, mais alors en fait, il faut faire ce plan-là. T'es pas une multinationale. Les gens, c'est toi qui veulent voir, c'est toi en tant qu'artiste. Et justement, si tu arrives à les faire sentir plutôt proches, du style où tu fais des stories tous les jours, tu montres un peu qui tu es, tu souris, tu parles, tu leur expliques des choses, ou juste tu partages ton ressenti, plus ils vont s'attacher à toi et plus ils vont te suivre. C'est vraiment tout simplement comme ça. Donc pour une personne qui commence, surtout si c'est une personne qui commence et qui a 0 abonné, déjà elle n'a rien à perdre à montrer beaucoup de sa vie. Mais en plus, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se prendre la tête à essayer de tout planifier, de faire. À un moment, je faisais effectivement la programmation de feed, d'essayer de voir un petit peu comment ça allait donner, tout ça, et de me prendre un peu la tête avec les sujets, que ce soit pas toujours les mêmes sujets tous les jours. Terminé. Là, aujourd'hui, c'est juste, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je peux montrer qui est intéressant ? Moi, est-ce que je suis en train de dessiner dans un café ? Est-ce que j'ai fini l'illustration, je peux la poster ? Est-ce que j'ai fait des photos ? Parce que je fais un petit peu de photos, des choses comme ça à côté. Et je publie, même si la légende, elle fait 3 lignes, c'est pas grave. En fait, les gens, ils veulent juste voir ce que tu es en train de faire. C'est un peu du voyeurisme dit comme ça, mais c'est toujours dans la stratégie carnet de bord, je vous emmène avec moi au jour le jour. Même si tu fais 3 vidéos d'un coup ou 3 photos et après 10 illus et après encore 2, l'ordre et tout, on s'en fiche. De toute façon, les gens, ils voient statistiquement, les gens ne voient pas tous tes posts. Donc même si tu parles du même sujet pendant 3 jours, c'est pas grave. Donc, oui, c'est peut-être l'ego aussi qui pense que tout le monde, en fait, que genre tes abonnés, ils scrutent tous tes faits et gestes, regardent toutes tes stories, tous tes posts, tous tes... Non, en fait, non. On a tous une vie. Ouais, on a tous une on a vie. tous des trucs à faire, donc non. Il y a tellement de concurrence aussi, j'imagine que... Ouais. Donc au final, si tu veux te démarquer aujourd'hui et construire vraiment une audience, déjà, il faut poster tous les jours. Ça, c'est l'outil qui veut ça. Il faut utiliser de la photo. Pareil, ça, c'est l'outil qui veut ça. Mais surtout, toi, il faut donner de toi. Il faut donner de toi en tant que créative. Les gens, ils ont envie de suivre une vraie personne et pas une marque, pas une entreprise. Et du coup, juste ne pas se prendre la tête et partager. Comme si tu partageais à tes meilleurs potes, que tu partageais à tes collègues illustrateurs, illustratrices, et tu avais envie de leur dire « Oh, regardez, j'ai trouvé ce site. Oh, regardez, j'ai trouvé ce pinceau, il est trop bien. Oh, regardez où je suis aujourd'hui. Je suis en train de dessiner. C'est hyper inspirant comme endroit. » C'est ça. Juste des choses comme ça que tu pourrais potentiellement, je pense, plus naturellement mettre en story et les faire en post. Totalement. Et voilà. Ok, non, ça fait sens. J'aime l'idée, tu vois, j'aime l'idée. Il faut juste que je pense se remettre dans ce truc de accepter qu'en fait tout n'est pas parfait, que voilà, la perfection n'existe pas et il ne faut pas chercher cette perfection parce qu'en fait on ne poste jamais. Pas sur les réseaux sociaux en tout cas, pas sur ta com. Je pense que la perfection, il faut la chercher avec les clients. Ouais, des projets clients ou avec nos cours, nos formations, vraiment délivrer un contenu d'une valeur topissime parce que c'est payant. Mais les réseaux sociaux, c'est pas payant. Donc au bout d'un moment, balance. Enfin, les gens, ils regardent pas. Au pire, ils se désabonnent s'ils n'aiment pas. Mais je pense que tu gagneras plus de personnes que tu en perdras si tu à faire ça. En termes de pourcentage, je dirais qu'une illustration et la création, le temps que tu passes à créer autour de cette illustration, ça correspond à combien en termes de pourcentage ? Alors, genre 50-50 ou alors est-ce que c'est totalement décorrélé ou... Ça dépend vraiment du moment où je suis en train de faire l'illustration aussi. Je ne me filme pas à chaque fois que je dessine, mais j'essaye d'y penser. Après, moi, l'illustration, je vais assez vite à illustrer. Une illustration, moi, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça va assez vite. Au final, j'essaye d'y penser, de prendre des photos, d'enregistrer au moins quand je suis à la phase croquis, la phase coloring, enfin des choses comme ça. Mais après, non, pas 50-50. Je me dirais 20% de communication pour 50%. Enfin, pour le reste, où je suis vraiment dedans, je suis avec mes écouteurs, je suis dans mon truc. Donc bon, c'est juste y penser. Après, effectivement, si c'est juste dessiner rapidement sur un carnet de croquis, tu peux te filmer à chaque fois, mais je pense que tu n'as pas envie de te filmer non plus à chaque fois. Donc c'est juste varier les supports, varier les formats. Une fois, tu vas te filmer, une fois, ce sera la illustration terminée, tu vois, en photo avec ta main. Une fois, ce sera scanné, ce sera en bien. Une fois, ce sera un time-lapse. Juste penser à qu'est-ce que tu peux raconter aujourd'hui. Storytelling, toujours.
Qu'est-ce que tu peux C'est chouette. raconter aujourd'hui dans ta boutique pour que les gens regardent par la vitrine comme ça et qu'ils aient envie de rentrer, tu vois? Ça se C'est tient, tout. ça se tient. Imaginons, je commence à dessiner, je commence à apprendre le dessin. À quel moment est-ce que tu déciderais de poster, de montrer les choses sur Internet? Bah, dès le début. Dès ton mais dès apprentissage. le début, bah, bien sûr. Même quand tes dessins ils sont moches, ou que tu considères que tes dessins sont moches. Bah, d'après toi, est-ce qu'il faut plutôt commencer à s'habituer à poster au moment où c'est bof ou au moment où c'est incroyable et que tu as 0 abonné? En vrai, je te posais la question, je Oui, savais déjà parce oui. que c'est c'est la même chose que je dis à mes propres élèves. Mais oui, en effet. Tu commences en même temps, habitue-toi à faire tout le job du premier coup. Et moi, je dis tout le temps aux gens que c'est le commencer, avoir 0 abonné, avoir un nouveau compte, c'est le meilleur moment. Parce que tu n'as personne qui voit dès le départ. Et donc, dès le début, tu gagnes des abonnés qui sont qualifiés, qui sont là parce qu'ils te suivent en tant que créateur, créatif, et qu'ils ont envie de voir ton évolution, ce que tu vas faire, ce que tu vas montrer, le prochain dessin, tout ça. Donc, si tu attends... En fait, ça revient à ce que je disais avant, tu n'es pas une entreprise, tu n'es pas une marque, tu n'es pas quelqu'un avec toute une équipe derrière qui se creuse la tête à savoir « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on dise sur les réseaux sociaux ?» et qu'au final, personne ne regarde vraiment. Donc non, tu es un être humain, donc comme si tu avais ta meilleure amie qui était avec toi, qui était donc pas avec toi puisque tu communiques via le téléphone, qui était très loin, et que tu lui dis, bah ouais, meuf, cette année, vraiment, je me lance dans le dessin, et du coup, tous les jours, j'ai dessiné, et je vais te raconter un petit peu tous les jours, et qu'elle, elle est trop hype, elle est genre, ah ouais, j'ai trop envie de voir, vas-y, et tout. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? À partir du moment 0, à partir du niveau 0 de ton jeu vidéo, il faut commencer à montrer des choses. Donc oui, peut-être qu'au début, ce ne sera pas terrible tes dessins, peut-être que tu auras 10 abonnés. Bon, c'est pas grave, tu vas t'habituer à communiquer. Et combien de personnes je vois sur Insta qui ont un style de dessin qui est plutôt bien et tout, à mon goût. Je dis pas que c'est bien, enfin, c'est pas bien du tout. Je dis juste à mon goût que c'est correct, ça passe, mais qui savent communiquer, qui savent faire des stories, qui sont maintenant à l'aise, qui savent monter parce qu'ils ont appris et tout, et qui du coup ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de traction parce qu'ils ont appris à communiquer. Pour moi, les illustrateurs, on est très bons créatifs, mais on est très mauvais communicants. On ne nous apprend pas à communiquer autour de notre travail, à se mettre un peu en avant. Donc, pas se mettre en avant nous, mais mettre en avant tout ce qu'on fait. Et du coup, c'est ça qu'il faut apprendre. Et pour moi, au bout d'un moment, il faut se jeter dans la gueule du loup et, et juste faire des trucs, quoi, et les poster. Au pire, tu les effaces. Ce que j'aime bien faire le parallèle entre l'art, l'artiste et la personnalité de l'artiste. Il y a différents types de personnalités. Il y a des personnalités qui sont beaucoup plus extraverties, qui aiment beaucoup partager. Je pense que tu fais partie de ce genre de personnalité. Et personnalités un petit peu plus comme moi, introverties, qui ont beaucoup plus de mal, tu vois, qui n'ont pas ce besoin particulièrement de partager avec les autres. Si les gens ne s'intéressent pas à mes dessins, je m'en fous, tu vois. C'est pas quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, j'ai pas cette espèce de feedback positif, tu vois, de quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais. Et j'ai pas spécialement ce besoin-là. Et du coup, c'est très difficile pour moi de me forcer à essayer de partager ça avec les gens. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil peut-être en termes plus de mindset, tu vois, d'état d'esprit, pour aider ce genre de personnes-là? Très bonne question. Parce que là, du coup, c'est pas genre juste, ok, tu prends des photos ou tu montres des trucs comme ça, parce que en fait, il y a toujours ce truc un peu psychologique, tu vois, qui fait que non, mais je dessine pas assez bien, non, mais j'ai pas le bon matériel, non, mais de toute façon, j'ai pas d'abonnés, donc pourquoi est-ce que je prendrais des photos? Tu vois, tout ce genre de petites pensées un peu négatives qu'on peut avoir dans notre tête. Après, je peux donner mon exemple. Moi, là-bas, je suis assez timide. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça va mieux. Mais effectivement, au début, sur les réseaux sociaux, jamais je montrais ma tête ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis juste dit, dans les personnes que je suis, les personnes que j'admire trop, que je suis tous les jours et tout, et dedans, il y avait des illustratrices plutôt américaines qui vivaient de leur passion, qui vivaient de l'illustration. Et j'étais là, mais comment elles ont fait pour vivre de l'illustration et comment elles ont fait pour arriver au job qu'elles ont aujourd'hui. En plus, dans le lot, il y en avait qui étaient nomades et tout. Et moi, ça me faisait trop rêver à l'époque. J'étais là, ah, mais moi aussi, je veux faire ça, mais comment on fait? Et du coup, en creusant un peu, je me suis bien rendu compte qu'effectivement, il y avait les réseaux sociaux et puis il y avait d'autres choses à côté. Mais ce qui m'a décoincée, c'est de me dire, bah écoute, si elles ont réussi via Instagram, c'est que c'est possible, ça va être une manière, donc vas-y, poste et puis on verra bien, quoi. Donc, effectivement, c'est un peu un lâcher-prise de se dire... si les gens ils ont réussi sur Insta, ça veut dire que peut-être que moi je peux y arriver, mais ça marche très bien avec YouTube, LinkedIn ou quoi que ce soit, tu vois. Au final, Insta, c'est un moyen de communication. Peut-être qu'il y en a un autre qui va être plus adapté à toi, ce que tu fais, ou à YouTube, ou peut-être YouTube, ou Behance, ou LinkedIn, n'importe. Mais après,
Je pense qu'il faut absolument faut passer au bout d'un moment au niveau du lâcher prise, quoi. Effectivement, je pense qu'on est tous passés avec ce fameux syndrome de l'imposteur de ah mais non, je dessine pas assez bien, je sais pas filmer, j'ai pas le bon matériel, j'ai pas tout ça, j'ai pas. Bah ouais, mais en disant j'ai pas, tu restes derrière alors qu'il y a d'autres personnes qui osent et qui se lancent. Et du coup, oui, aujourd'hui, il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux. Concurrence, je suis pas sûre non plus qu'il y en a trop dans notre zone francophone, illustratrice, Dans la nana, niche, tu veux dire? dans vraiment notre niche, je trouve que franchement, ça va. Mais sur les réseaux sociaux en globalité, il y a tellement de gens qui vont passer devant toi et des petits de 14 ans qui vont être là. Vas-y, moi aussi, aujourd'hui, je fais une vidéo. Qu'au final, bah, on se prend un coup de vieux. Ouais, on peut en parler pendant des heures et des heures de ce sujet-là, parce que moi je suis totalement admirative de la nouvelle génération. Ouais, c'est ouf, hein. Je les trouve J'adore. super inspirants. Je ne sais pas comment ils font et j'apprends énormément d'eux, mais Mhm. je ne sais pas quel est ton avis sur cette nouvelle génération qui est en train d'arriver avec tous les TikTok et trucs comme ça. Moi je suis fan de TikTok. Ah bah oui. Si vous n'êtes pas fan de TikTok, je suis désolée, il y a un problème. Parce que voilà, on pense que TikTok c'est que des danses ou des choses comme ça, mais bon, il y a énormément d'autres Mais contenus, ouais. d'autres types de contenus qui sont C'est sur des gens TikTok. surtout qui se prennent moins la tête. C'est ça, exactement. Parce que du coup, peut-être, alors je sais pas comment on peut expliquer ça, peut-être parce qu'il y a tellement de concurrence que bah, du coup tu t'en fous un peu, peut-être que en fait tu as moins de choses à perdre, j'en sais rien. Moi, je pense que surtout, on a eu des parents qui nous ont toujours dit fais gaffe sur Internet, mets pas ta tête, ne mets pas tes infos, ne parle pas. Moi, je pense que ça vient aussi beaucoup de là. On est vraiment la première génération à avoir grandi en petit, genre primaire, avec l'arrivée d'Internet. Et du coup, nos parents étaient toujours derrière nous en disant fais rien sur Internet, ne mets jamais ton vrai nom, ne mets jamais toutes tes infos et tout, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Mais c'était surtout ne mets jamais une photo de toi, ne mets jamais ta tête ou des choses comme ça. Je sais pas, quand j'étais petite, moi je tapais mon nom et mon prénom pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui ressortaient, tu vois. Ah ouais. Donc, et qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut qu'il y ait des choses qui ressortent si les gens ils tapent mon nom et mon prénom, tu vois. Et je pense que du coup, la génération qui est aujourd'hui, les petits, enfin les ados, jeunes adultes, ils n'ont pas ça. Eux, ils avaient déjà Internet qui était là depuis longtemps. Et puis, du coup, leurs parents, ils ont aujourd'hui la trentaine, quarantaine. Donc, pas la même façon d'appréhender les choses. Et on les pousse peut-être plus à être créatifs et un peu plus, bon, ok, de toute façon, Internet, on verra bien. Et puis, mais il y a tellement de gens qui le font déjà sur TikTok qu'ils mettent leur tête aussi, quoi. Que nous, on n'avait pas du tout cette éducation-là, pour le coup, il y a quelques années. C'est une analyse Je pense- super intéressante. Je pense que ça joue. Je pense pas que ce soit que ça, mais... Et du coup, il y en a beaucoup qui sont encore hyper réticents à mettre leur tête, même des fois sur leur Insta perso. Moi, j'ai des copines qui osent même pas faire des stories sur leur Insta perso qui est privé. Je dis, mais personne ne va te voir, vas-y. Personne ne va devoir, c'est sûr. Et pourquoi d'ailleurs les gens sont plus OK avec Facebook alors que potentiellement, enfin, je sais pas, moi sur Facebook, j'ai énormément d'amis différents, des gens que j'ai rencontrés qu'une fois ou deux fois. Alors que c'est vrai que sur Insta, il y a vraiment chaque médium, chaque média plutôt, a vraiment sa spécificité. Sa spécificité et vraiment son moyen de communication et son langage. Et... Ouais. C'est un peu plus... Je trouve qu'Insta, c'est plus créa que Facebook. Hein. Ouais. Facebook, tu fais un post, tu fais une vidéo, mais c'est toujours présenté de la même manière. Et moi, ce que j'aime pas avec Facebook, c'est qu'il y a beaucoup trop de médias, beaucoup trop de marques, médias, de la pub dans tous les sens. Et du coup... Ça revient un peu comme si tu regardais, je sais pas, une chaîne de télé, genre TF1 ou un truc comme ça. Je trouve ça trop strict. Facebook, à côté d'Insta qui est plus tranquille, relax. Je préfère, tu vois, Insta, YouTube, où il y a moyen d'être beaucoup plus créatif et de faire des choses fun, de partager un peu plus. En plus, Facebook, je pense qu'on maintenant, on a tous nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, qui vont commenter genre « Ah, c'est très bien ce que tu fais avec tes petits dessins. Ouais, super. » Non, moi, je vais plus sur Facebook pour poster des illustrations. Ça se tient. J'avais un autre sujet que je trouvais vraiment très, très intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre il y a peut-être maintenant 6 ans, un truc comme ça. Mais en France, on a tendance à penser à le salaire, tu vois. On a notre salaire et puis c'est grâce à ce salaire-là qu'on va vivre. Un freelance, quelqu'un qui va travailler pour lui, la plupart du temps, il a plusieurs types de revenus qui rentrent pour faire son salaire. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce que je ne suis pas sûre qu'en France, les gens soient aussi conscients que ça existe en fait. J'adore ce sujet. Ok, let's go. Ça, c'est vraiment pareil. Un truc que j'ai réalisé il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça, que effectivement, pour vivre de son activité d'entrepreneur, de freelance, il faut cumuler les sources de revenus. C'est comme je te disais il y a quelques années, quand je regardais les comptes Insta de ces Américaines qui arrivaient à vivre autour du monde et en plus à vivre de l'illustration et tout, je me disais mais comment elles font pour trouver des clients, pour en vivre et gagner vraiment bien par mois. Et au bout d'un moment, à force de scruter leur blog, leur machin et d'en voir d'autres, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, tout simplement, elles avaient plusieurs sources de revenus
il y avait beaucoup de revenus passifs dans le lot. Et du coup, ça leur permettait de développer d'autres projets parce que l'argent rentrait quand même. Et de bosser de temps en temps avec les clients, de bosser sur des nouveaux cours, des nouvelles vidéos YouTube, faire des choses comme ça. Et je dis, ah mais merde, en fait, je pense qu'on a raté quelque chose dans notre éducation à l'école où on nous dit, en France, tu fais ton job, ta fiche de poste, comme je l'appelle, ta fiche de poste, et tu te tiens à ta fiche de poste. Il y a quelqu'un d'autre pour faire autre chose, toi tu fais ça. Mais non. Non, pas quand t'es freelance. Pas quand tu es freelance. Quand tu es freelance, en fait, quand tu veux vivre en tant que freelance, ou tu peux faire de la prestation de service et ne faire que ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je le conseille pour des gens qui débutent. Il faut se confronter à des clients, se confronter effectivement au marché avec d'autres personnes qui ne sont pas dans ton métier pour apprendre à expliquer, pour apprendre à débattre, enfin, toutes ces choses, se confronter à des gens qui ne connaissent pas ce que tu fais. Mais au bout d'un moment, il faut aussi développer des projets personnels, que ce soit des illustrations, ça peut être juste de l'illu, parce que moi, il y en a déjà qui m'ont dit « Ah, mais j'ai pas envie de faire des cours en ligne comme tu fais. » Oui, ben non, tout le monde n'a pas envie de faire des cours. Moi, j'aime bien, mais t'es pas obligé. Ou du YouTube, ou des choses comme ça. Mais tu peux très bien faire du stock, tu peux faire une boutique en ligne, tu peux aller vendre sur des marchés de créateurs, tu peux faire des commandes personnalisées. Enfin, il y a beaucoup de choses. Après, c'est pas les commandes personnalisées, c'est pas des revenus passifs. Mais Non, c'est vrai. non, pas ça. Mais il y a tellement d'options et au final, nous, en tant que créatifs, ce qu'on va chercher, je pense, notre but ultime, c'est d'avoir du temps pour juste créer. Nos propres projets. Nos propres projets, pour créer pour nous. Au final, je pense qu'on a tous envie de ça. Et bien pour ça, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre automatiquement. Et pour l'argent qui rentre automatiquement, il va falloir faire des revenus passifs. Donc, il va falloir se faire un petit peu violence, je pense. J'en parlais en plus ici avec un autre gars qui est musicien en freelance. Et du coup, on avait un peu cette discussion autour de ça. Au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir se faire un petit peu violence pendant quelques mois, peut-être un an, pour créer des revenus passifs. Peut-être que c'est pas le métier le plus créatif, l'activité, pas le métier, l'activité la plus créative qu'on va faire de toute notre carrière. Mais une fois qu'on aura mis ça en place et que ça va tourner, là, on pourra revenir sur des choses qui sont vraiment, qui nous tiennent à cœur, des choses très personnelles et qu'on va pouvoir développer même sur plusieurs mois parce qu'on n'aura pas à avoir un CA absolument à faire rentrer avec chercher des clients tout le temps. Moi, aujourd'hui, je ne cherche plus de clients. J'ai que mon carnet de clients. J'en prends plus de nouveaux. Pratiquement pas, sauf si c'est un projet très cool. Mais j'arrive à avoir un client par mois, une fois tous les 2 mois. Et j'arrive à en vivre comme ça. Et je trouve ça incroyable de pouvoir avoir le temps de développer des cours, des choses à côté. Mais c'est quelque chose que j'ai mis 2 ans à mettre en place, quoi. Et au final, 2 ans, c'est pas non plus trop long, quoi. C'est pas si long quand tu penses que ça peut être mis en place pour toute une vie, en fait, au final. Exactement. Si tu mets ça bien en place et que tout le fonctionnement est bien huilé, logiquement, tu peux garder ce truc-là pratiquement à vie, quoi. Exactement. Donc, il faut bien qu'on se rende compte qu'en tant que créatif, en tant qu'illustrateur, on a de l'or entre les mains. On sait faire un truc que la grosse majorité des gens ne savent pas faire. On sait illustrer, on sait créer. Alors, qu'on soit musicien, qu'on soit graphiste, qu'on soit illustrateur ou je ne sais quel métier créatif, on peut faire des ressources pour que les gens, d'autres personnes qui ne savent pas faire ça, puissent les utiliser. Donc, pour un musicien, ça va être peut-être faire des bandes-sons avec de la musique. Après, tu sais que sur... Des beats... Ouais, voilà, pour que les gens ils puissent réutiliser derrière, je sais. J'aime bien les artistes qui essayent de parler de musique, tu sais. Et puis des mix sounds ou des trucs comme ça, comme nous, on utilise pour les bandes de musique, quoi, qu'on utilise pour nos vidéos YouTube. En illustrateur, peut-être que tu vas faire des bundles sur Creative Market. Peut-être que tu vas faire du print on demand, peut-être que tu vas faire... Il faut vraiment trouver la chose qui nous corresponde le plus. Après, il y a la communication, bon, ça c'est le sujet dont on parlait avant. Mais il y a quand même pas mal d'options, quoi, je trouve. Et je trouve ça trop cool de pouvoir se dire, au bout d'un an, j'ai 1 000 € qui rentrent tous les mois sur mon compte en banque. C'est ma base de CA, c'est la base de mon entreprise pour qu'elle vive. Et après, au fur et à mesure des années, des mois, je continue. Et quand j'arrive au seuil minimum, je pense que, je sais pas, en fonction des personnes, 1 000, 1 500, 2 000 €, j'en sais rien. Une fois que j'arrive à ce seuil-là et qui tient à peu près sur plusieurs mois, là, je peux le lâcher le bébé, tu vois, genre, vas-y, tu peux le faire tout seul. Et puis moi, je fais autre chose. Tu peux développer tes propres projets à ce moment-là. Exactement. C'est ce qu'on appelle vraiment être indépendant pour le coup. Parce que on peut comparer ça aussi aux jeux vidéo, parce que du coup, je suis plus dans le milieu du jeu vidéo, mais dans le milieu du jeu vidéo, c'est la même chose. On appelle les studios indépendants, mais au final, c'est pas vraiment indépendant, parce qu'en fait, on va chercher des finances externes. C'est ça. C'est pas les finances du propre studio, tu vois, qui permet de financer le prochain projet. C'est juste parce que tu vas aller chercher un éditeur, tu vas chercher quelqu'un qui a l'argent et qui peut te prêter de l'argent, en fait. Donc,
c'est pas vraiment être indépendant. Et c'est ce que j'ai compris là, tu vois, récemment. Quand je dis récemment, c'est les 5 dernières années, quoi. Mais oui, je pense que c'est vraiment quelque chose que les wannabe freelancers professionnels n'ont pas compris. C'est que, en fait, tu n'as pas besoin de juste trouver plein de clients et travailler que pour ces clients-là. Il y a plein d'autres manières où tu peux justement... t'es plus indépendant si tu fais ça en plus, parce que tu es complètement dépendant de tes clients. Tu es dépendant à la demande et aussi à la période de l'année. Enfin, moi, quand j'étais graphiste, le truc qui m'a fait un peu des gros coups et qui m'a dit que c'était pas viable sur le long terme ce que je faisais, c'est que si je partais en vacances en août, donc en juillet, je faisais des missions, je terminais, en août, je partais en vacances, je touchais l'argent des missions de juillet. Arrivé en septembre, je rentrais à Paris, déjà j'avais plus de thunes parce que j'avais tout dépensé en vacances. Et en plus, j'avais plus rien qui rentrait. Pendant tout le mois de septembre, j'étais à 0. Et je pouvais plus sortir, plus rien faire et tout. 2 années de suite, ça a été comme ça. Je dis, mais il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Et en fait, j'étais juste dépendante des missions clients, dépendante du travail qu'on voulait bien me donner. Et je trouve ça encore pire que d'être salarié. Parce que salarié, même si tu pars en vacances, tu touches à la fin ton salaire, quoi. Tu t'en tiens à ce que tu fais, à ta fiche de poste, tu as des horaires qui sont déjà définis de base et tout. Alors que si tu deviens indépendant pour être dépendant des clients, surtout si les clients ils sont pas cool et qu'ils sont là, ouais, moi je te paye que ça, nanana. Ah, est-ce que tu peux bosser ce week-end pour moi? Enfin, moi, je suis pas devenue indépendante pour faire ça, quoi. Tu perds toute ta liberté, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses que tout le monde peut arriver à être freelance? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des gens qui pourront jamais parce que X ou Y? Là, je pense que c'est plus une question de volonté que de pouvoir, parce que, en tout cas, dans les métiers créatifs aujourd'hui, tout s'apprend même tout seul sur Internet. Tu as des formations en ligne, mais en veux-tu, en voilà, dans tous les sujets. Donc, se former et le faire de son côté, même le faire à côté de son CDI, c'est totalement possible. Après, il y a des personnes, je pense, qui n'y arriveront pas. C'est les personnes qui s'éduquent peut-être pas assez, qui sont très butées à mon papa, il m'a dit, mon oncle, il m'a dit que c'était comme ci, comme ça, du coup, je pense pas que je vais faire ça. Non. Sois curieux et essaye de t'éduquer toi-même avec ce que tu vois sur Internet. S'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, c'est que c'est possible. Donc, c'est pas parce que tonton, il a dit que oh non, c'était bouché et personne ne peut faire ça que c'est pas possible. Non. Et tu es responsable de ton propre avenir, en fait. C'est toi qui es responsable, n'écoute pas les autres. Exactement. Après, pour moi, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. Surtout si tu commences à vouloir faire des revenus passifs, accumuler plusieurs CA comme ça, il faut se rendre compte qu'effectivement, ça va être plus d'horaires peut-être qu'en salariat, qu'il va falloir bosser même plus longtemps, qu'il va falloir être très patient. Donc, je pense avec la prestation de service, tu peux trouver des clients et puis basta, tu te fais un salaire le premier mois, tu vois. Mais pas avec les revenus passifs. Ça, je pense que ça prend un peu plus longtemps à construire. Et il faut être conscient que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, on ne sait pas en fonction de la personne. Et effectivement, si tu as un prêt, des gamins ou quoi que ce soit, des choses à charge, devenir freelance, ça devient de plus en plus complexe. Plus tu as de choses à charge, plus ça devient complexe. Et du coup, là, il y a, mon avis, moyen de se reposer 3 fois la question. Du style, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Alors que quand tu es jeune, que tu as 20 ans, 25, 28, je sais pas quel âge tu as, mais bon, moi j'ai 28 et c'est du genre, j'ai rien à charge à part ma vie de tous les jours. Donc c'est le meilleur moment pour se lancer. Il n'y a rien qui m'empêcherait aujourd'hui, si j'avais envie de changer de métier, à part devenir chirurgien ou astronaute. Ça, c'est pas possible. Et de toute façon, ça n'existe pas en indépendant. Mais sinon, effectivement, tu peux te lancer et tu peux bosser à peu près si tu as envie de t'éduquer et que tu es curieux et que tu es prêt à te former et tout, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Récemment, c'était trop marrant, quand j'étais en Thaïlande, j'ai vu un mec qui était freelance, un métier que je n'avais jamais entendu de ma vie en freelance. Il était scaphandrier. Scaphandrier? Ouais. Le mec, il va dans l'eau. Mais pourquoi faire? Pour des trucs de pétrole et tout. Okay. Mais le mec était freelance scaphandrier. Ça m'a scotché. Il dit, on peut vraiment faire pratiquement tous les métiers en fait en freelance. Et du coup, c'est quoi son marketing? Comment il vend son activité? C'est un métier qui n'existe pratiquement pas. Donc le mec de base, il a des clients pour toute sa vie. Okay. Mais j'ai trouvé ça tellement énorme et je me suis dit, mais en fait, tu peux pratiquement tout faire en freelance. Tu peux te façonner un métier complètement à ton image. Tu peux faire si tu veux faire que de la peinture à l'huile toute la journée et dessiner que des animaux, tu peux. Il suffit juste d'avoir... C'est encore mieux en vrai, parce que t'as pas de concurrent en fait, tout seul. Ouais.
Donc, et il suffit juste de faire le bon marketing, la bonne communication, et tu peux vivre de choses complètement exubérantes comme ça, que nos parents, ils peuvent pas concevoir parce que c'est pas la même génération, que pour eux, non, c'est pas... Tu peux pas faire des choses comme ça. Mais si, s'il y a des gens qui arrivent à vivre juste de la peinture sur des tasses de petites fleurs, tu peux vivre de n'importe quoi aussi. S'il y a de la demande, s'il y a de la demande, si tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts. Alors, ce que je dis à mes élèves, c'est notamment pour les histoires de style, etc., parce que du coup, il y a une formation pour trouver son style. Ouais. Je leur dis toujours, essayez d'avoir un style pas trop générique. Ou alors d'avoir un style générique que vous vendez juste, qui est très commercial. Voilà, et un autre, tout ça, les stocks. Exactement. Ou alors, et à côté, vous avez votre style à vous, et ce style, il est très personnel, il est très lié à qui vous êtes, et quelles sont vos valeurs, et quel est votre passé, etc. Mais peut-être pas trop non plus, parce que si votre truc, c'est, je sais pas moi, dessiner les souris, l'animal, hein, tu vois, de manière très réaliste, à la peinture à l'huile, sur des vases, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de demandes. Tu vois. Oui. Alors, après, si tu t'ouvres potentiellement à l'international, et dans ce cas-là, tu as besoin de parler anglais, donc c'est une nouvelle compétence que tu as besoin d'apporter à ton business. Dans ce cas-là, oui, pour moi, c'est peut-être un petit peu trop de niche. Je ne sais pas, quel est ton avis sur la question ? Si tu fais ça, c'est là tu deviens artiste, et pour moi, il faut la bonne com qui va avec. Je suis tombée, il faudra que je te montre, sur un compte Insta il n'y a pas très longtemps, d'un mec qui dessine que des chats. Okay. Des chats au crayon de papier sur des grandes feuilles canson, comme ça, sur le dos les chats, sinon c'est pas drôle. Ok. Donc c'est très précis, juste sur le dos. Jamais de face. Ils sont peut-être de face de temps en temps ou des trucs comme ça, mais bon, c'est toujours le même médium, le même format, avec son crayon, en noir et blanc, toujours et très très réaliste. Okay. Toujours. Enfin, moi, je pourrais... Ce mec-là, je pense qu'il y a quelques mois, je lui aurais dit « Non, mais mec, va falloir peut-être faire un... » D'ouvrir à d'autres trucs. D'ouvrir à d'autres choses, parce que dessiner des petits chats et en vivre, ça va être compliqué. Le mec, il a développé son marketing, développé son branding. Et effectivement, quand tu fais des choses très particulières comme ça, il va falloir créer la demande. Et pour créer la demande, il faut faire des réseaux sociaux. Il faut montrer ce que tu fais, que les gens ils trouvent ça fun, ils trouvent ça trop cool et tout. Et là, tu peux vendre n'importe quoi. Une fois que tu es bon commercial, bon vendeur, bon communicant, tu peux vendre n'importe quoi. Le mec, aujourd'hui, il en vit. Il fait que ça. Il dessine le chat des gens. Il dessine le chat des gens, on crée en papier sur du canson et il les envoie. Franchement, c'est encore mieux que le scaphandrier, clairement. Ouais, j'adore cet exemple. Enfin, dessiner des chats. Je me dis, mais c'est génial. Mais par contre, ces dessins, ils sont... Ok, alors juste pour expliquer, j'ai une toux. Je pense que c'est le Covid, clairement. Hein, on a tous des toux bizarres. Et du coup, l'idée, c'est que je lui ai dit, si tu me vois tousser, arrête-toi de parler parce que je vais devoir couper l'interview. Merci. C'est bon, vas-y, tu peux continuer. Je disais juste que c'était incroyable de pouvoir vivre d'illustrations de petits chats. Non, c'est clair, complètement. Je connais un peu le même genre. Enfin, j'ai découvert un artiste dans le même genre qui fait la laine piquée. Ouais. Je sais pas si tu vois, ça c'est donc de la laine et avec une aiguille, tu piques le truc et tu peux modeler en fait des trucs. Oui. Et il modèle des chats. Les chats des gens. Et pour moi, ça c'est plus un artiste qu'un illustrateur commercial. Moi, je me considère plus comme une illustratrice commerciale. Commerciale dans le sens où je m'adapte à une demande client, je m'adapte à un projet. Ok, j'ai mon style, mais je réponds à un brief. Je réponds à une demande. C'est pas moi qui crée la demande. Pour moi, tu passes un peu à la frontière artiste au moment où tu crées la demande. Tu deviens vraiment connu, où tu arrives à bien marketer tout ce que tu fais et que du coup, c'est vraiment un artiste peintre. Il n'y a personne fondamentalement qui a besoin de peinture chez lui pour survivre par rapport à la pyramide de Maslow. Et un truc comme ça, à part la déco et d'être content parce que chez soi c'est cosy et douillet, je pense que c'est le seul besoin auquel ça répond. Mais sinon, un artiste peintre, ça ne répond pas à aucun besoin. Donc, pour moi, il faut qu'il crée la demande, il faut qu'il crée ça. Et autour de lui, autour de son univers, de son personnage, c'est pour ça que quand tu vas à l'école en graphisme en illustration, tu fais l'histoire de l'art et que tu vois tout ce qu'il y a autour des peintures, tu vois autour de l'artiste, étudies leur vie, tu étudies plein de choses parce que c'est ça qui devient intéressant. Donc là, effectivement, si tu veux dessiner des petits chats comme ça, ce qui est intéressant, ça va être tout le storytelling autour, ça va être comment tu fais, ça va être un peu peut-être parce que tu as un chat, tu as même plusieurs chats et les gens, c'est ça qui les intéresse. Et du coup, tu te crées un vrai univers en tant qu'artiste et au lieu de répondre à un brief client, quoi. Donc si on devait résumer en fait, parce que du coup de parler avec toi, j'essaie de prendre le concept général de ce qui se passe, ça serait tout simplement de partager au maximum
ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu crées, Mhm. au moment où tu le fais ou tu le crées. Ouais. Sans avoir besoin de prédire ou de prévoir des feeds ou de prévoir des posts ou des machins. Juste essayer d'être dans ce partage authentique Mhm. avec ton audience, Ouais. si je comprends bien. Bah, sinon, si tu fais un truc trop précis dans le sens où, ah, ok, tel jour je parle de tel sujet, et puis je prépare mes posts, et puis mon feed, il faut qu'il soit parfait et tout, en fait, les gens, ils vont plus t'associer à une marque, une entreprise, et du coup, ok, ils savent que chez toi, ils vont peut-être trouver des posts éducatifs, des posts avec vraiment de la valeur et tout. Ça fait très tous les Instagram qu'on voit de coachs, des gens qui vendent beaucoup de formations et qui sont pas du tout dans l'univers créatif, ni dans l'influence, ni rien. Et du coup, tu sais, c'est des templates Canva. Oui. Touc. Donc, moi, je sais que sur ces profils-là, ok, c'est joli, quoi, ils ont leur branding, mais pour moi, c'est des profils de marque dans lesquels je vais pouvoir, je pense, trouver des informations parce que je sais qu'ils ont un produit à me vendre derrière. Et donc, je regarde un petit peu tout ce qu'ils font, mais c'est pas un profil où je vais dire tous les jours « Ah, j'aime trop, c'est trop cool, ça me fait rêver, ça m'inspire, ça me divertit. » Non, là, ça m'éduque. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, je pense. Donc, à chaque fois, je dis aux gens, bah, à vous de voir, est-ce que vous voulez tendre plus vers un profil marque, un profil effectivement type bah, voilà, coach ou je ne sais quoi, avec vraiment de l'éducation, ou un profil créateur. Là, vous tendez un petit peu plus vers le côté artiste, où du coup, vous allez plus partager votre vie de tous les jours, votre univers créatif, du storytelling autour de vous, qui est l'artiste, et du coup, de vendre vraiment une patte, un univers, des créations qui ne répondent à aucun fondamental besoin de survie, mais plus à quelque chose qui fait plaisir, quoi. Je sais pas si c'est bien expliqué Si. avec les bons mots, mais... Oui, j'imagine que c'est un spectre, quoi. C'est Ouais. vraiment... Moi, Après, je tu sais sais que où tu veux, mais... je sais que j'ai toujours essayé d'être plutôt de ce côté-là, Mhm. côté d'essayer de partager de la valeur, tu vois, essayer de donner des conseils, Ouais, moi des aussi, tips, des beaucoup. astuces, des trucs comme ça. Potentiellement parce que je considère que je suis pas méga intéressante en tant que personne. Du coup, j'ai plus envie de... Oui, je sais, on a des petits problèmes parfois, voilà, on a des petits problèmes d'état d'esprit, c'est ok. Mais du coup, j'ai plus envie de partager mes connaissances, Ouais. beaucoup plus que qui je suis, tu vois, qui je suis en tant que personne. Et c'est très intéressant parce que c'est des trucs que j'ai travaillé quand j'étais à Koh Phangan, quand on est Ouais. du coup en Thaïlande, il y a une île, blablabla. Voilà. On était sur la même île. On était sur la même île, on s'est peut-être jamais croisés, mais bon, bref. Je pense que si. Potentiellement oui, parce que c'est une toute petite île. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai compris ce truc-là, c'est que donc on est des êtres humains, ok? Des êtres humains, être. En anglais, c'est human being, donc être. Et en fait, j'ai compris que je me considérais pas comme un human being, je me considérais comme un human doing, donc un être qui fait. Ouais. Je sais pas comment le traduire. Et du coup, ma valeur, elle est pas dans qui je suis, mais dans ce que je fais. Ok. Et du coup, c'est très différent. Tu as vraiment cet aspect, je suis un artiste, voilà, moi je suis comme ça, j'aime ça et j'assume qui je suis, et voici mes goûts, et voilà ce que je pense, etc. Ça, c'est du coup l'autre personne du côté spectre, plutôt l'artiste et bien. Ok. Et l'autre côté, le côté, je vais donner des infos, je vais donner des astuces, je vais donner du skill, tu vois, des compétences. Ouais. Ça va être le doing. Et du coup, moi, je me retrouve plus dans ce truc-là, tu vois. Mais en même temps, j'ai envie plus d'être de ce côté-là, tu vois. Donc c'est intéressant d'avoir ce spectre-là et de savoir dans quel spectre tu veux aller et qu'est-ce qui correspond à qui tu es, quoi. Pour moi, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent très bien. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs mois, de faire que des posts éducatifs, donner de la valeur, parce que j'avais des trucs à vendre aussi derrière. Bien sûr. Donc ça va avec. Et c'est dans les posts qui ont même le mieux marché sur mon Insta. Mais au bout d'un moment, ça me fatigue. Je ne suis pas une marque, je ne suis pas quelque chose de... En fait, ce qui m'a commencé à me fatiguer, surtout les gens qui venaient pour me demander que des infos par rapport aux posts éducatifs que je mettais. Et au bout d'un moment, j'avais envie de retrouver un petit peu ce côté plus naturel, plus on me suit parce que je crée, parce que je suis nomade, tout ça, un peu partager mon quotidien. Et je préfère garder tout ce qui est très formel, éducation pour YouTube. Où là, je peux creuser en plus dans les sujets. Sur Insta, tu ne peux pas creuser dans les sujets, tu vois. Donc effectivement, il y a, comme tu dis, je pense, un spectre. Tu peux te mettre où tu veux en fonction de là où tu es à l'aise. Donc si tu as envie de donner plus des conseils parce que tu peins l'aquarelle des paysages, tu as envie de donner plutôt des conseils et faire quelque chose de très carré parce que tu as des formations à vendre derrière, peut-être plutôt marque. Mais si tu as envie de vendre tes illustrations de chat parce que tu as envie de vivre de tes illustrations de chat, je pense qu'il faut pencher plutôt du côté artiste parce que là, même en conseil, tu vas donner quoi? Après, il faut être totalement à l'aise aussi avec le fait de ne pas partager qui on est. Comme tu dis, des fois, tu es un peu introverti, tu n'es pas à l'aise à te mettre beaucoup en avant ou des choses comme ça. Peut-être qu'effectivement, tu seras meilleur pédagogue et te mettre de l'autre côté. Et si tu n'es ni l'un ni l'autre, peut-être qu'Instagram, c'est pas fait pour toi.
a peut-être Tout d'autres simplement. médiums pour toi. Il y a d'autres choses. Peut-être qu'il faut peut-être faire plus un Behance, où là, tu mets vraiment ton travail. Peut-être qu'il faut travailler plus ton CEO et faire plutôt des articles. Donc, c'est plutôt écrire. Peut-être que c'est que en présentiel, en vrai. Et du coup, tu vas te déplacer que dans des événements et donner ta carte de visite à tout le monde. Et tu es un bon commercial, mais en vrai, du coup, tu as la chat, tu vas parler à tout le monde, mais tu n'aimes pas les réseaux sociaux. Il y a 36 000 manières de faire fonctionner son activité. Les réseaux sociaux, c'en est une. Je trouve que c'est une des plus simples aujourd'hui. Et qui est exponentielle. Et qui est exponentielle. Tu peux faire une action et que ça peut être exponentiel pour plein de gens. Exactement. Par rapport à aller parler à une personne, mais c'est pas la seule option. Donc, effectivement, moi, s'il y a des gens qui me disent vraiment Insta, je veux pas, le fais pas, surtout le fais pas. Au final, tu trouves la façon de communiquer qui te plaît le plus, la façon de trouver des clients qui te plaît le plus. Et effectivement, peut-être que le fait de trouver des clients, ça te stresse tellement et tu n'es tellement pas à l'aise avec ça, peut-être que c'est pas le bon job pour toi d'être en freelance. Peut-être qu'effectivement, au final, c'est juste que tu n'as pas trouvé la bonne entreprise, mais peut-être qu'effectivement, être salarié et que faire vraiment que de la créa et de pas du tout s'occuper des autres parties, pas s'occuper de la stratégie, pas s'occuper de la communication, de l'administratif, toutes ces choses-là, bah, peut-être que c'est ça, en final, qui va mieux te convenir et que tu vas pouvoir vraiment t'épanouir, quoi. L'illustration en freelance, il faut être complètement conscient que quand on passe le métier, on passe l'illustration en tant que son métier principal, ce n'est plus notre hobby. C'est plus un passe-temps, c'est plus quelque chose que tu vas faire juste pour le plaisir et puis basta, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de brief. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attend à ça. On se dit, je vais pouvoir illustrer toute la journée, ça va être génial. Non, non, oui, tu vas illustrer une grosse partie de ton temps, mais il y aura tellement de choses encore à côté, là comme le marketing, l'administratif, le démarchage, le site web, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc il faut être complètement conscient que ce n'est plus un hobby. Donc si tu as un autre hobby créatif, garde une autre chose comme hobby créatif, mais bien se poser la question, est-ce que l'illustration, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier ou est-ce que je veux le garder comme hobby? Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux totalement commencer à faire ça et en même temps tester et voir comment tu te sens par rapport à ça. Tu n'es pas obligé d'abandonner ton ancien métier. Ah, pas du tout. C'est-à-dire, je vais me lancer corps et âme dans un truc sans savoir si ça va te plaire ou pas en fait. Tu peux toujours revenir en arrière. Donc. Tu peux très bien faire ton job et le soir faire de temps en temps une mission client d'illustration ou le samedi. Voilà, c'est juste qu'effectivement, il faut faire des sacrifices dans le sens peut-être que tu auras qu'un jour de week-end au lieu de 2 pendant 6 mois. Mais au moins, ça permet vraiment d'être sûr et de commencer à avoir peut-être même quelques contacts ou commencer à faire ton portfolio pro à côté pour le jour où tu veux vraiment te lancer parce que tu es sûr, vas-y quoi. Est-ce que tu aurais une ressource ou un truc qui t'a plu récemment, un petit coup de cœur que tu as eu récemment? Je me suis mise à lire en partant en nomade digital. Donc, il y a un bouquin que j'ai lu récemment que j'avais mis pas mal en story parce que je l'ai lu en 1 heure. J'ai tout lu d'un coup. En 1 heure? C'est un petit bouquin, Okay. Je ne sais pas si tu connais Austin Kleon. Et du coup, c'est un illustrateur américain qui a écrit 2 ou 3 bouquins. Et il y en a un qui l'a écrit qui s'appelle Show Your Work, montre ton travail. Okay. Et du coup, qui revient un petit peu sur tout ce que j'ai dit sur le fait d'être plus créateur, de montrer son processus, de faire un storytelling autour de toute sa vie, de toute sa vie de créatif. Et il le réexplique bien dans son travail. Et lui, il faisait des illustrations dans les années 2000 pour un journal. Donc, c'était les petites BD qu'il y avait dans les journaux et tout. Et à côté, dessin de presse. Et à côté, il faisait des illustrations pour lui. Et c'est grâce à Internet qu'il a pu complètement exploser parce que c'était dans les premiers à avoir blog, puis après Insta, tout ça. Et du coup, il réexplique un petit peu tout ce qu'il y a autour du partage de son travail. Et je trouve ça trop cool. Moi, j'arrêtais pas de surligner. J'étais oui. Il a trop raison de faire pareil. J'adore. Je pense que à un moment, je ferai une vidéo YouTube entièrement autour de ce bouquin pour expliquer un peu ce qu'il dit, le concept et tout. Mais ouais, vraiment, ce bouquin, pépite. Ok. Merci beaucoup, je vais le lire, définitivement. Si c'est qu'une heure en plus, je vais le lire, c'est sûr. Merci beaucoup. Et puis, du coup, on se retrouve, j'imagine, sur tes vidéos, sur Instagram et tout le reste. Merci à toi. Terima kasih. On est en Indonésie, donc il faut bien, tu vas pratiquer un petit peu.